Je m'appelle Elena, j'ai 29 ans, et je venais de finir de lire le testament de mes parents. Chaque dernière page, chaque clause, chaque signature. Et là c'était, à l'encre noire. Tout, absolument tout. La maison, le terrain, les bijoux de maman, les actions de papa, tout avait été laissé à ma sœur Sophia. La même sœur que mes parents ont toujours appelée notre vraie fille. Chaque fois qu'ils se sentaient particulièrement cruels. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été choquée, mais honnêtement, je me suis juste sentie vide, comme si quelque chose que je soupçonnais déjà avait finalement été confirmé. En grandissant, mes parents étaient maîtres pour me faire savoir où j'étais, ou plutôt, où je n'étais pas dans la hiérarchie familiale. Sophia était la fille dorée, l'orgueil de la famille, celle qu'ils exhibaient à chaque dîner de fête. Sophia vient d'être promue. Sophia vient d'acheter un nouvel appartement. Sophia sera probablement millionnaire avant 30 ans. Pendant ce temps, quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, maman a littéralement dit « Oh, c'est bien, Elena » avant de me demander de sortir les poubelles. Pendant des années, j'ai continué à me dire qu'il changerait. J'ai travaillé dur, j'ai payé mon propre chemin, et j'ai même couvert leurs factures quand papa a été licencié. Chaque mois, je transférais silencieusement de l'argent pour m'assurer que leur hypothèque continuait d'être payée, que les lumières restaient allumées, et que maman pouvait garder son ridicule abonnement à ce club de vin qu'elle adorait. Ce n'était plus à propos de gratitude. J'avais abandonné d'entendre « merci ». C'était pour m'assurer qu'ils allaient bien. Parce que peu importe à quel point ils me tenaient à distance, ils étaient encore mes parents. Mais ce testament était comme un coup de couteau dans l'estomac. Non seulement parce qu'ils ne m'avaient rien laissé, mais parce que cela semblait intentionnel. Comme s'ils voulaient que je sache, une fois pour toutes, que j'étais juste la fille qu'ils avaient élevée par hasard, pas celle dont ils se souciaient vraiment. Je suis restée assise là longtemps, relisant les mêmes lignes, me demandant si peut-être j'avais mal compris. Peut-être y avait-il une fiducie ou une lettre cachée quelque part. Mais non. L'avocat était clair. Le patrimoine appartenait à Sophia. Alors j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai arrêté de payer. Sans message. Sans annonce. Sans discours dramatique sur le fait que j'étais fatiguée. J'ai juste arrêté. J'ai laissé les dates d'échéance venir et passer. J'ai laissé les compagnies de services publics envoyer leurs rappels polis. Et puis, un matin de mardi, mon téléphone a vibré. C'était un message de maman. Sans salutation. Sans conversation. Juste, transfère l'argent de l'hypothèque. J'ai fixé l'écran. Une douzaine d'émotions luttaient pour être entendues dans ma tête. Blessure. Colère. Épuisement. J'ai pensé à toutes les fois où je les avais tirés d'affaire. Tous les sacrifices que j'avais faits pour maintenir les choses en marche. Et comment ils m'avaient récompensé en s'assurant que je n'hériterais même pas de la maison que j'aidais à maintenir. J'ai commencé à taper. Puis j'ai effacé. Puis j'ai tapé à nouveau. Mes mains tremblaient littéralement. Pas de peur, mais d'années de frustration refoulée qui n'avaient nulle part où aller jusqu'à ce moment. Je pouvais sentir quelque chose en moi changer. Une ligne était tracée. Et puis, juste au moment où j'étais sur le point d'appuyer sur envoyer, un autre message d'elle est apparu. Sophia dit que tu as été froide dernièrement. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Quelque chose en moi s'est brisé. Pas d'une manière bruyante et criante. Mais de cette façon silencieuse et dangereuse où vous décidez finalement que vous êtes fatigué d'être le paillasson de la famille. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé ma tasse de café sur la table, et j'ai souri pour moi-même en tapant une réponse qui serait le premier pas dans un chapitre très différent de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une série d'appels manqués. Tous de ma mère. Il y avait aussi des messages vocaux. Chacun sonnait de plus en plus irrité. Le premier était neutre, tranchant. « Elena, rappelle-moi. L'hypothèque est due aujourd'hui. » Le deuxième était plus aiguisé. « Pourquoi tu n'as pas encore transféré? Tu sais comme c'est important de garder les choses à jour. Ne rends pas ça difficile. » Dans le troisième, elle sifflait pratiquement dans le téléphone. « Je ne sais pas ce qui t'a pris dernièrement, mais c'est inacceptable. Appelle-moi. » Je suis restée assise au bord de mon lit, regardant le téléphone comme si c'était une sorte d'objet alien. Il y a quelques mois, ces messages m'auraient mise en panique, culpabilité, désespoir, tout. J'aurais pris mon portable et payé la facture avant même de me brosser les dents, juste pour maintenir la paix. Mais maintenant, je me sentais juste engourdie. Comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela,
je me suis habillée, j'ai pris mes clés et je suis allée travailler comme si rien ne s'était passé. Mais toute la journée, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce bourdonnement sourd de crainte au fond de mon esprit. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon estomac se nouait. Pas parce que j'étais inquiète pour eux, mais parce que je savais que ce n'était que le début. Mes parents n'avaient jamais bien géré d'être ignorés. Comme prévu, ce soir-là j'ai reçu un message de mon père. Appelle ta mère. Elle est contrariée. C'était tout. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de « tout va bien ?» Juste un ordre. Je n'ai pas répondu. Le week-end suivant, je suis allée chez eux parce que Sophia était en ville, et malgré tout, je n'étais pas prête à les couper complètement. Une partie de moi espérait que peut-être les choses sembleraient normales, que peut-être nous pourrions avoir un dîner en famille sans que je sois rappelée de ma place dans la hiérarchie. Grande erreur. Je suis entrée dans le salon et là était Sophia, se relaxant sur le canapé comme si elle en était propriétaire, ce qui, techniquement, je suppose qu'elle l'était maintenant. Maman était assise sur l'accoudoir du canapé, souriant comme si elle recevait la royauté. Et Elena, dit-elle, son visage s'illuminant juste assez pour l'enregistrer, mais pas assez pour paraître authentique. Tu es en retard. Sophia nous racontait sa nouvelle promotion. J'ai regardé l'horloge. Je n'étais pas en retard. Le dîner n'était même pas prêt encore. Sophia sourit, appréciant clairement l'attention. Oui, ils m'ont finalement fait chef d'équipe. Grosse augmentation aussi. Maman rayonnait pour elle. Nous sommes si fiers de toi. Tu travailles si dur, chérie. Elle n'avait jamais utilisé ce ton avec moi. Papa tapota l'épaule de Sophia. Nous savions que tu réussirais. Nous avons toujours su que tu irais loin. Je suis restée assise là, faisant semblant d'être heureuse pour elle, mais chaque mot semblait comme une écharde sous ma peau. Je voulais crier, je travaille dur aussi. J'ai payé pour cette maison pendant que vous deux restiez ici à vous vanter de quelqu'un d'autre. Le dîner était pire. Chaque fois que j'essayais de contribuer à la conversation, quelqu'un m'interrompait. Sophia, oui, dans ma compagnie nous. Maman, oh c'est fascinant. Elena, passe la salade, s'il te plaît. Ou, j'ai eu un gros client cette semaine. Papa, Sophia, tu lui as parlé de ton bonus? C'était comme si j'étais invisible, juste là pour remplir les verres et nettoyer les assiettes. À un moment, maman m'a vraiment tendu son verre de vin et a dit, remplis-le encore, s'il te plaît. Tu es plus proche. J'ai avalé les mots que je voulais dire et j'ai juste fait. Après le dîner, nous étions assises autour de la table quand maman a soudainement lâché. Au fait, Elena, la facture d'électricité est arrivée. Je suis allée de l'avant et j'ai payé cette fois, mais tu vas devoir me rembourser. Tu sais qu'on ne peut pas laisser ça en retard. Je l'ai juste regardé. Tu as payé. Oui. Son ton était aiguisé maintenant, comme si elle réprimandait un enfant. Et franchement, je ne sais pas de quoi il s'agit cette petite phase, mais ça doit s'arrêter. Nous avons des responsabilités, Elena. C'est une maison de famille. Sophia a ricané dans sa boisson, appréciant clairement le spectacle. Ouais, mec, ne les laisse pas tomber. Je me suis tournée pour la regarder, et quelque chose dans mon visage a dû changer parce que son sourire a vacillé pendant une demi-seconde avant de revenir 2 fois plus présomptueux. Papa a croisé les bras. Tu agis différemment. Froidement. Ta mère est inquiète. J'ai presque ri. Inquiète. Pas pour moi. Pour les factures. Je pense juste, maman a continué, sa voix montant, qu'après tout ce que nous avons fait pour toi, le minimum que tu puisses faire est de tenir ta part. Ta cousine ne devrait pas avoir à s'inquiéter de rentrer à la maison un jour et de trouver un avis de saisie. Voilà. Le premier lapsus. Je me suis adossée à ma chaise. Donc c'est à propos de Sophia. Maman a cligné des yeux. C'est à propos de nous tous. À propos de la famille. Non, j'ai dit calmement. C'est à propos de s'assurer que l'héritage de Sophia reste en parfait état, n'est-ce pas? La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Sophia s'est tortillée inconfortablement, et la mâchoire de papa s'est contractée. Les lèvres de maman se sont affinées. Ce n'est pas juste. Je me suis levée lentement. Non, ce qui n'est pas juste c'est de me demander de financer une maison que je ne vais même pas garder. Ce qui n'est pas juste c'est d'être traitée comme une étrangère dans ma propre famille, pendant que je paie pour que vous restiez ici et fassiez l'éloge de quelqu'un d'autre. Son visage s'est durci. Là assieds-toi, Elena. Ne fais pas de scène. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, et j'ai réalisé quelque chose.
Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Je pense que je vais y aller, j'ai dit, ma voix calme. Presque trop calme. Sophia a ricané. Sensible. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mon manteau et je suis sortie, laissant leur silence stupéfait derrière moi. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'arrivais pas à arrêter de repasser tout dans ma tête. Le ton de maman. Les bras croisés de papa. Le sourire de Sophia. C'était comme s'ils attendaient que je craque. Comme s'ils avaient une satisfaction perverse à me pousser jusqu'à la limite. Le lendemain matin, un autre message. L'hypothèque est en retard. Appelle-moi. Et puis un autre. Tu veux que cette maison soit saisie? Et puis, finalement, si tu ne peux pas gérer ça, peut-être que Sophia devrait prendre le relais complètement. Elle a toujours été plus responsable de toute façon. J'ai fixé ce dernier longtemps. Mon café a refroidi dans ma main. Responsable. Elle a toujours été plus responsable. C'était presque drôle si ça ne faisait pas autant mal. C'est là que j'ai su que ce n'était plus juste à propos d'argent. C'était à propos de respect. Ou plutôt, du manque complet de celui-ci. Et je n'allais plus l'accepter silencieusement. Mais avant que je puisse même découvrir mon prochain mouvement, quelque chose s'est passé qui a tout bouleversé et a garanti qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quelques jours se sont écoulés dans ce silence étrange et tendu. Pas d'appel. Pas de message. Une partie de moi pensait que peut-être il refroidissait. Peut-être que nous pourrions laisser cette chose passer sans une autre dispute. J'ai même commencé à me sentir un peu coupable, me demandant si j'avais réagi de façon excessive en partant comme ça. Peut-être que j'étais dramatique. Peut-être qu'il ne voulait pas dire ça comme ça a sonné. Puis dimanche est arrivé. Maman a appelé ce matin-là, à ma surprise, sa voix était joyeuse, presque douce. « Elena, pourquoi ne viendrais-tu pas ce soir? Nous avons une petite réunion. Sophia est encore en ville et ce serait bien d'avoir tout le monde sous le même toit à nouveau. » J'ai hésité. Juste le dîner? Bien sûr, dit-elle trop rapidement. Juste le dîner. Nous allons faire ton poulet rôti préféré. Je voulais la croire. Vraiment. Alors j'ai dit oui. Quand je suis arrivée ce soir-là, la maison était déjà animée. Plus de voitures étaient garées devant que je ne m'y attendais. À l'intérieur, j'ai été accueillie par l'odeur de nourriture et le son de rire venant de la salle à manger. Ça semblait presque normal. Et Elena, papa dit, me tapotant le dos quand je suis entrée. Content que tu sois venue. Prends un verre. Nous sommes sur le point de commencer. Je suis entrée dans la salle à manger, et c'est là que j'ai vu. Il y avait un gâteau sur la table. Un gros, avec félicitations, Sophia écrit dessus avec du glaçage bleu brillant. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Maman a souri comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Oh, nous avons juste pensé célébrer la promotion de Sophia correctement. N'est-ce pas de bonnes nouvelles? Tu m'as invitée à une fête? Elle a incliné la tête, clairement irritée par mon ton. Eh bien, oui. Tu devrais être heureuse pour ta sœur. Elle a accompli tant de choses. J'ai forcé un sourire poli et me suis assise, essayant d'avaler le nœud qui se formait dans ma gorge. Tout le dîner était un long monologue sur le travail de Sophia, l'appartement de Sophia, le nouveau petit ami de Sophia. Chaque fois que j'essayais de diriger la conversation ailleurs, quelqu'un la ramenait. Mais la vraie trahison n'est venue qu'au dessert. Papa s'est levé, tenant son verre. Avant de couper le gâteau, nous avons une petite annonce. J'ai figé. L'annonce? Maman s'est levée aussi, sa main sur l'épaule de Sophia comme si elle était l'invitée d'honneur à quelque banquet royal. Nous avons parlé, et nous avons décidé qu'il était temps de rendre les choses officielles. Sophia a accepté d'assumer toutes les responsabilités financières de la maison. Mon estomac a chuté. Et immédiatement, papa a ajouté, souriant. Nous transférons tous les comptes et services publics à son nom. Elle s'est même offerte pour configurer des paiements automatiques pour ne jamais être en retard à nouveau. La pièce a explosé en applaudissements. Je suis juste restée assise là, les regardant. Mon esprit tournait. Immédiatement. Il ne m'avait même pas dit. Maman m'a regardée, son sourire se contractant. Ainsi, tu n'as plus à t'inquiéter de quoi que ce soit. N'est-ce pas un soulagement? Un soulagement. C'est comme ça qu'elle appelait ça. Comme si je n'avais pas été celle qui maintenait cette chose en marche pendant des années.
Mais alors Sophia a parlé, et ça a semblé comme si quelqu'un avait allumé une allumette à l'intérieur de moi. Ouais, nous avons pensé qu'il valait mieux avoir quelqu'un de responsable qui s'en occupe. Sans offense, Elena, mais tu as été un peu instable dernièrement. Sans offense. Comme si c'était une blague. La table a ri doucement, comme si tout cela était si raisonnable, si civilisé. J'ai senti mes oreilles bourdonner. Donc c'est ça. Vous remettez juste tout sans même me parler. Le sourire de maman a vacillé. Nous ne voulions pas te contrarier. Me contrarier. Ma voix s'est cassée. Vous pensez que ne pas me dire était mieux? Sophia s'est adossée à sa chaise, appréciant clairement le moment. Et, mec, ne le prends pas personnellement. C'est juste plus facile comme ça. Plus facile pour qui, j'ai renvoyé. Pour tout le monde, papa a dit, sont-on ferme maintenant, comme si j'étais l'irrationnel. Et écoute, Elena, tu as été distante, et nous ne pouvons pas avoir la maison en retard sur les paiements. C'est juste pratique. Je les ai regardés, sans voix. Pratique. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Maman a tendu la main à travers la table, sa voix douce. Cela ne signifie pas que nous n'apprécions pas ce que tu as fait. Mais Sophia est dans une meilleure position maintenant. Elle peut gérer ça. Et puis, comme si l'univers voulait tourner le couteau, Sophia a levé son verre. À la famille, dit-elle en souriant. Et à garder cet endroit en bonne main. Tout le monde a trinqué. Je n'arrivais pas à bouger. Je ne pouvais pas parler. Je suis juste restée assise là, sentant cette vague chaude de honte et de colère m'inonder. Ce n'était plus juste à propos de la maison. C'était à propos d'être remplacée, publiquement, délibérément, devant des gens qui pensaient que tout cela était parfaitement bien. Quand je n'ai pas trinqué, le sourire de maman a complètement disparu. Elena, dit-elle sèchement. Ne sois pas impolie. C'est une occasion heureuse. Je me suis levée si rapidement que ma chaise a raclé le sol. Heureuse pour qui? La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Elena, papa a averti. J'ai regardé autour de tous, mes parents, ma sœur, ses amis de famille qui étaient venus regarder le spectacle, et j'ai réalisé quelque chose. Ils n'étaient pas gênés. Ils n'étaient pas désolés. Ils croyaient vraiment que c'était la bonne chose à faire. J'espère que vous appréciez tous votre gâteau, j'ai dit, ma voix basse. Parce que j'en ai fini. Je me suis retournée et je suis sortie avant que quelqu'un puisse m'arrêter. Dehors, l'air froid m'a frappé comme une gifle. Je suis restée là sur le porche, tremblant, pas du froid mais de tout ce qui bouillonnait en moi d'un coup. Humiliation. Dégoût. Colère. Tout s'effondrant sur moi à la fois. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, serrant le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Quand je suis arrivée à l'intérieur, je suis juste restée debout dans mon salon sombre, regardant dans le vide, sentant le poids de ce qui venait de se passer s'installer sur moi. Ce n'était pas juste une insulte. C'était délibéré. Calculé. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir avant. Je voulais qu'il regrette. Pas juste ce soir. Pas juste demain. Je voulais qu'il le ressente. Et je savais, au fond, que ce ne serait pas le dernier mouvement que je ferais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai même pas essayé. Je suis restée allongée sur le canapé, regardant le plafond pendant que des ombres de la lumière de rue dehors rampaient sur les murs de mon salon. C'était silencieux. Le genre de silence qui est si lourd qu'il semble presque vous presser. Vers 2 heures du matin, je me suis levée et j'ai fait une tasse de thé. Même si je ne bois pas vraiment de thé. Je me suis assise à la table de cuisine où j'avais lu le testament pour la première fois. Les papiers étaient encore là dans une petite pile organisée, comme s'ils me narguaient. Je les ai tirés plus près, scannant les mots encore, même si je savais déjà ce qu'ils disaient. Tout pour Sophia. Chaque dernière chose. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, mais à un moment je me suis retrouvée à faire défiler de vieilles photos sur mon téléphone. Vacances. Anniversaire. Barbecues aléatoires dans la cour. Il y avait une photo d'il y a quelques années. Papa au grill. Maman tenant un verre de vin. Sophia avec son bras autour de mes épaules. Nous sourions toutes. Je l'ai regardé longtemps, ma gorge serrée. Je me souvenais de ce jour. J'avais payé pour toute la nourriture de ce barbecue. Maman m'avait dit que je devrais, puisque j'étais celle qui n'avait pas d'enfant ou d'hypothèque. Et je l'avais fait. Heureusement. Ça m'a frappé alors combien de moi-même j'avais versé dans cette famille.
Mon temps. Mon argent. Mon énergie. Et combien peu j'avais jamais demandé en retour. Juste un peu de respect. Un merci ici et là. Une place à table, littéralement et figurativement. Et au lieu de cela, j'avais été remplacée. Le matin, je me sentais comme si j'avais été creusée de l'intérieur. J'ai passé par les mouvements de ma journée. Je suis allée travailler. J'ai répondu aux emails. Je me suis assise dans des réunions. Mais tout semblait distant. Étouffé. Les gens me demandaient si j'allais bien, et je souriais juste et disais que j'étais fatiguée. Ce week-end-là, je suis restée à la maison. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai pas répondu aux messages. J'ai juste laissé le téléphone vibrer et vibrer jusqu'à ce qu'il devienne silencieux. À un moment, j'ai entendu les voix de mes parents de l'autre côté de la porte de mon appartement. Celle de maman aiguë. Celle de papa basse et sévère. Mais je n'ai pas ouvert. Je suis restée parfaitement silencieuse jusqu'à ce qu'ils partent. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un message d'une amie de famille. Tu vas bien? J'ai entendu dire que les choses sont devenues assez tendues l'autre soir. Je l'ai regardé, sentant ma poitrine se serrer. Il parlait déjà de ça. La pensée d'être le sujet de conversations chuchotées à des tables de brunch me rendait malade. Quelques jours plus tard, je suis allée au supermarché et j'ai vu Sophia dans le parking. Elle riait avec quelqu'un au téléphone, et je jure que je l'ai entendu dire « Ouais, elle a totalement pété un câble. Tu aurais dû voir sa tête. » Elle ne m'a pas vue. Je suis retournée à la voiture et je suis repartie sans rien acheter. Cette nuit-là était la pire. Je me suis assise au bord de mon lit avec ma tête dans mes mains, me sentant comme si j'étais de retour au lycée, comme si j'avais 16 ans à nouveau, qu'on me disait pour la 100e fois que Sophia était simplement plus responsable, plus mature, plus réussie. Sauf que cette fois, ce n'était pas que des mots. Cette fois, ils avaient agi dessus. Ils avaient pris mes efforts, mes sacrifices, et m'avaient rayé de l'histoire complètement. Je vais l'admettre, il y a eu un moment où je me suis demandé si je devais juste céder. Les appeler. M'excuser. Supplier d'être incluse à nouveau. Payer l'hypothèque comme si rien ne s'était passé. Maintenir la paix. Mais alors je me suis souvenu du regard sur le visage de maman à cette table. Pas coupable. Même pas conflictuelle. Fière. Présomptueuse, presque. Comme si elle pensait qu'elle m'avait finalement résolu. Et quelque chose en moi s'est durci. J'ai commencé à nettoyer mon appartement. Pas juste ranger, mais vraiment nettoyer. Jeter de vieilles ordures. Emballer des choses dont je n'avais pas besoin. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était quelque chose de plus silencieux. Comme si j'enlevais les derniers morceaux de ma vie ancienne, me préparant pour. Je ne savais même pas quoi encore. Un soir, je me suis assise avec un bloc-notes et j'ai commencé à écrire. Au début, c'était juste une liste de factures que j'avais couvertes au fil des ans, juste pour voir combien ça faisait. Puis j'ai commencé à écrire des souvenirs. Le Noël où ils ont dépensé 2 fois plus pour Sophia que pour moi. La fois où ils ont oublié de m'inviter aux vacances familiales parce qu'ils ont supposé que je ne voudrais pas venir. Le soir où maman m'a dit qu'elle souhaitait que je ressemble plus à Sophia. Quand j'ai fini, j'avais plusieurs pages remplies. Je les ai regardées longtemps. Pour la première fois en jour, j'ai senti quelque chose de différent de la tristesse. C'était encore de la douleur, oui, mais maintenant elle avait un bord. Une direction. Je n'étais pas prête à agir encore, mais je pouvais sentir la première étincelle de détermination, la plus petite étincelle de quelque chose qui se transformerait finalement en feu. J'ai mis les pages dans un tiroir, éteint la lumière et me suis couchée. Pour la première fois cette semaine-là, j'ai dormi. Pas bien, pas profondément, mais assez. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, je savais que je n'allais pas rester au fond pour toujours. J'allais me lever. Silencieusement. Soigneusement. Et quand je le ferai, je ne reviendrai pas. Le matin après avoir écrit ces pages, quelque chose a changé. Ce n'était pas dramatique. Pas de tonnerre. Pas d'épiphanie. Mais c'était suffisant. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, me suis assise au bord du lit, et j'ai juste respiré. Ma poitrine se sentait encore lourde, mais elle ne m'écrasait plus. J'ai commencé lentement. J'ai fait le petit déjeuner. Un vrai. Pas juste du café et n'importe quoi que j'avais dans le frigo. J'ai mis des vêtements qui n'étaient pas juste le même survêtement dans lequel j'avais vécu pendant des jours. J'ai ouvert les rideaux et laissé entrer la lumière du soleil. Ça semblait étrange, mais bien.
Comme si mon appartement était à moi encore au lieu d'être une caverne où je me cachais du monde. Cette semaine au travail, je me suis plongée dans des projets comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. Au lieu de pointer et déconnecter, je suis restée tard, affinant des présentations, me portant volontaire pour diriger quelque chose que ma patronne avait du mal à assigner. Mes collègues l'ont remarqué. Tu sembles différente, l'une d'elles a dit en sortant un soir. Différente en mieux? J'ai demandé. Elle a souri. Oui. Comme si tu t'en souciais à nouveau. Ça m'est resté. À la fin du mois, j'avais conclu 2 nouveaux clients et reçu un hochement de tête silencieux d'approbation de ma patronne. Le genre qui signifiait généralement de bonnes choses au moment de l'évaluation. Mon salaire reflétait le changement aussi. J'ai pris une partie de cet argent et j'ai commencé à chercher un nouvel endroit. Mon appartement n'était pas mauvais, mais il semblait trop proche de tout. Trop proche d'eux. J'avais besoin d'espace, d'un nouveau départ. Après quelques semaines de recherche, j'ai trouvé un loft dans un immeuble d'usine converti de l'autre côté de la ville, caché dans un bâtiment avec des murs de briques apparentes et de hautes fenêtres. Le loyer était plus cher, mais avec ma nouvelle charge de travail et mes revenus, je pouvais me le permettre. Le jour du déménagement semblait comme changer de peau. J'ai emballé tout en silence, portant boîte après boîte à l'arrière d'un camion de location, et à chaque voyage descendant ces escaliers d'appartement, je me sentais plus légère. Quand j'ai rendu mes anciennes clés, je n'ai pas regardé en arrière. La première nuit dans le nouvel endroit, je n'ai même pas installé un lit. Je me suis juste allongée sur le sol, regardant le plafond, souriant comme une idiote. L'air semblait différent ici. Silencieux, oui, mais pas suffocant. J'ai commencé à reconstruire ma vie pièce par pièce. J'ai rejoint une salle de sport pour la première fois en année. Au début, j'ai détesté. Je me sentais maladroite et déplacée, gâchant les routines pendant que tous les autres semblaient savoir exactement ce qu'ils faisaient. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à remarquer des changements. Ma posture était meilleure. Mon sommeil était plus profond. J'avais plus d'énergie pendant la journée. J'ai aussi commencé à cuisiner plus. De vrais repas, pas juste de la nourriture à emporter ou des dîners congelés. Il y avait quelque chose d'étrangement thérapeutique à couper des légumes, saisir du poulet, et m'asseoir pour un dîner que j'avais fait pour moi-même. Les week-ends, je faisais de longues promenades à travers la ville, trouvant des cafés et des librairies que je n'avais jamais remarquées avant. J'ai recommencé à parler aux gens. La barista qui se souvenait de ma commande. Le gars de la salle de sport qui m'aidait au développé couché. La voisine du couloir qui disait toujours bonjour. Lentement, presque sans m'en rendre compte, j'ai construit un petit cercle de soutien. Un vendredi soir, j'ai organisé une soirée jeu dans mon nouvel appartement. Juste quelques amis du travail, quelques collations, de la musique de fond. À un moment, je me suis surprise à rire. Genre vraiment rire, du genre qui fait mal à l'estomac, et j'ai réalisé que c'était la première fois que je me sentais légère depuis des mois. Quand tout le monde est parti, je suis restée dans l'embrasure de la porte pendant un moment, regardant autour de chez moi. C'était douillet maintenant. Vivant. Mien. Mais je n'avais pas oublié. Les pages que j'avais écrites cette nuit après le dîner d'annonce étaient encore dans mon tiroir. Parfois je les sortais et les lisais. Pas pour ruminer la douleur, mais pour me rappeler pourquoi je faisais tout ça. Pourquoi je construisais quelque chose pour moi-même. Un soir, environ 3 mois après avoir déménagé, j'ai reçu un message de maman. Sophia emménage officiellement dans la maison ce week-end. Nous aimerions que tu viennes l'aider à s'installer. J'ai regardé le message longtemps. L'aider à s'installer. J'ai posé le téléphone et je suis retournée à ce que je faisais. Travailler sur une proposition pour un client qui pourrait doubler ma commission annuelle s'il signait. Je n'ai pas répondu. En été, les choses bougeaient vite. J'ai obtenu ce client, et avec lui est venue une augmentation. Une grosse. Assez pour que je puisse maximiser mon compte épargne et commencer à investir. Ce n'était pas juste à propos d'argent, cependant. C'était à propos de finalement me sentir en contrôle. Pour la première fois, je ne faisais pas que réagir à la vie. Je la dirigeais. J'ai commencé à tenir un journal, notant des idées pour l'avenir. Des choses que je voulais faire, des endroits où je voulais aller. Des plans. Et cachés parmi ces notes pleines d'espoir étaient d'autres plus tranchantes. Des rappels de ce qui s'était passé, de ce que je ne laisserais plus jamais arriver. Je n'étais pas prête à les confronter encore. Pas exactement. Mais je pouvais sentir le jour approcher. Chaque accomplissement. Chaque pas en avant.
Chaque nouveau morceau de stabilité que j'avais construit. Tout menait quelque part. Quelque part qu'il ne verrait pas venir. C'était fin août quand la première vraie opportunité est tombée dans mes mains. J'étais assise à mon bureau après les heures, finissant quelques appels clients, quand j'ai reçu un email de ma patronne. Sujet, programme de formation en leadership, nomination. Elle m'avait recommandé pour un programme avancé que l'entreprise offrait. Un fast track pour les employés qu'ils considéraient comme du matériel de leadership futur. Ce n'était pas juste du blabla, aussi. C'était le genre de programme qui venait avec du mentorat d'exécutifs seniors, du réseautage avec des décideurs, et même une exposition aux côtés légaux et financiers de l'entreprise. J'ai dit oui avant même de finir de lire l'email. Le programme a commencé un mois plus tard, et dès la première session, je me sentais comme si j'étais sur un terrain plus élevé. Nous avons couvert la négociation, la résolution de conflits, l'alphabétisation financière, et la partie qui a le plus attiré mon attention, la planification successorale et le droit des successions. Normalement, j'aurais survolé ce dernier module, mais cette fois, j'étais laser focalisé. L'instructrice expliquait comment les testaments fonctionnaient, comment l'homologation pouvait être contestée sous certaines conditions, et les différentes façons que les actifs pouvaient être protégés ou déplacés si quelqu'un les contestait. Mon stylo volait sur la page pendant que je prenais des notes. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai sorti ces papiers du tiroir encore. J'ai lu chaque ligne, chaque date, chaque signature. Et pour la première fois, je ne voyais pas juste la trahison. Je voyais des fissures potentielles. Il y avait des choses dans ce testament qui ne collaient pas. Des chronologies qui étaient trop proches. Des témoins qui levaient des sourcils. Une clause en particulier, sur la maison passant libre de toute charge, sautait pratiquement de la page. Parce qu'elle n'était pas libre de charge. J'avais payé cette hypothèque pendant des années. Silencieusement. Constamment. Chaque mois. Et j'avais les relevés bancaires pour le prouver. Je suis restée éveillée la moitié de la nuit à tirer des dossiers. De vieux emails, des reçus de paiement, des copies de messages où maman m'avait rappelé les dates d'échéance. J'ai construit un dossier organisé, physique et numérique, jusqu'à avoir une pile assez épaisse pour faire valoir mon point dans n'importe quel tribunal. Le week-end suivant, j'ai décidé de leur rendre visite. Pas parce que je voulais les voir, mais parce que je voulais qu'ils me voient. Quand je me suis garée dans l'allée, la voiture de Sophia était garée juste au centre, comme un trophée. La maison semblait fraîchement peinte. Il y avait de nouveaux parterres de fleurs le long de l'allée. Mon argent avait payé pour cela une fois. Maman a ouvert la porte, clairement surprise. « Elena, nous ne t'attendions pas. » J'étais dans le quartier, j'ai dit avec désinvolture, entrant. Sophia était étalée sur le canapé, regardant la télé. « Regardez qui c'est, dit-elle avec un sourire. Je l'ai ignoré et j'ai regardé autour. L'endroit avait l'air bien, je devais l'admettre. Vécu, mais soigné. Ma poitrine s'est serrée. Nous venons juste de mettre de la nouvelle moquette, dit maman fièrement. Oui, Sophia a ajouté, souriant avec suffisance. J'ai pensé qu'il était temps de rendre cet endroit vraiment mien. J'ai souri légèrement. Ça a l'air bien. Pour le reste de la visite, je suis restée calme. Agréable, même. J'ai demandé sur les rénovations, fait l'éloge des nouveaux meubles, même offert d'aider à remplacer la terrasse arrière s'ils en avaient besoin. Maman m'a regardée comme si elle ne faisait pas entièrement confiance au changement de ton. C'est bien de te voir de meilleure humeur, dit-elle prudemment. J'ai hoché la tête. Oui, les choses se sont très bien passées dernièrement. Cette partie était vraie. Très vraie. Nous avons parlé un peu plus avant que je parte, mais en marchant vers la voiture, j'ai aperçu Sophia qui m'observait de la fenêtre, son expression quelque part entre suffisante et méfiante. De retour chez moi, j'ai ouvert mon portable et j'ai commencé à formaliser tout. J'ai contacté une avocate spécialisée en succession, une femme silencieuse et compétente recommandée par un de mes mentors du programme de leadership, et j'ai posé quelques questions. Quand j'ai expliqué ma situation, elle a réellement ri. « Vous avez couvert l'hypothèque pendant combien d'années ? » « Si, j'ai dit. » Elle a hoché la tête lentement, griffonnant des notes. Selon la façon dont le testament est structuré, vous pourriez avoir des bases pour réclamer un remboursement pour chaque paiement que vous avez fait, potentiellement avec intérêt. Cela pourrait être significatif. Je suis restée assise là, laissant ça s'imprégner. Significatif était un euphémisme. Et, elle a continué, si le testament n'a pas été correctement mis à jour après que vous soyez devenue la principale contributrice financière de la propriété, il y a une chance que vous puissiez contester toute la distribution.
Je n'ai rien dit pendant un moment, je l'ai juste regardé. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, dit-elle gentiment. Mais si vous voulez, je peux commencer à rédiger une lettre de mise en demeure. Parfois c'est tout ce qu'il faut pour amener les gens à la table. Quand je suis sortie de son bureau, je ne tenais plus juste mon dossier. Je tenais une arme. Dans les semaines suivantes, j'ai continué à jouer le rôle de la fille calme et réformée. J'envoyais des messages polis à maman demandant comment elle allait. J'ai même passé là 1 ou 2 fois avec de petits cadeaux. Du pain frais d'une boulangerie près de chez moi. Une bouteille de vin que je savais qu'elle aimait. Chaque fois que je les voyais, je me sentais plus ferme. Chaque fois que Sophia souriait avec suffisance. Chaque fois que papa faisait un commentaire indirect, je souriais juste. À l'intérieur, cependant, j'aiguisais la lame. La dernière fois que j'ai rendu visite avant que tout commence, maman m'a serré dans ses bras à la porte. « C'est si bon de t'avoir de retour », dit-elle chaleureusement. J'ai rendu l'étreinte, souriant par-dessus son épaule. « Je ne suis jamais partie », j'ai dit doucement. Mais cette fois, je voulais dire quelque chose de très différent. Quand je suis rentrée chez moi cette nuit-là, j'ai ouvert mon portable, cliqué sur le dossier que j'avais construit, et envoyé tout à mon avocate. Procédé. J'ai fermé l'ordinateur, me suis adossée à ma chaise, et pour la première fois depuis ce dîner, je me suis sentie complètement calme. Quoi que ce soit qui viendrait ensuite, j'étais prête pour ça. 2 semaines plus tard, mon avocate a envoyé la lettre. Elle était magnifiquement écrite, professionnelle, mesurée. Presque polie, mais chaque ligne portait du poids. Elle détaillait chaque paiement d'hypothèque que j'avais fait, complet avec date et montant. Elle citait la clause dans le testament sur la maison étant libre de charge et expliquait, en langage juridique soigneux, que la propriété n'était dans cet état que grâce à mes contributions financières. Le paragraphe de conclusion était mon préféré. Notre cliente est prête à déposer une réclamation formelle de remboursement avec intérêt, si nécessaire, contester la validité du testament basé sur le traitement inégal d'une contributrice principale. Nous préférerions résoudre cette question à l'amiable. À l'amiable. Si beau mot pour vous avez une chance de régler ça avant qu'on amène tout le système légal sur vous. Nous avons envoyé des copies à mes parents et à l'exécuteur testamentaire. Et puis, j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. 3 jours plus tard, j'ai reçu le premier message de maman. Qu'est-ce que c'est cette lettre ? Appelle-moi immédiatement. Je n'ai pas appelé. Puis un de papa est venu. C'est ridicule. Tu ne ferais pas vraiment ça à ta propre famille. J'ai laissé celui-là passer aussi. Finalement, Sophia m'a envoyé un message. Waouh. Sérieusement, mec ? Tu vas aller avec des avocats pour ça ? C'est pathétique. J'ai souri au téléphone, l'ai posé, et je suis retournée à une proposition client. 1 semaine plus tard, mon avocate a appelé. Il demande une réunion, dit-elle. À la maison. J'ai accepté. Marcher dans cette allée semblait différent cette fois. Je n'arrivais pas comme la fille qui avait été écartée, l'assistante invisible. J'arrivais comme quelqu'un avec du pouvoir. À l'intérieur, l'air était tendu. Maman était assise au bord du canapé, se tordant les mains. Papa se tenait près de la cheminée, mâchoire contractée. Sophia était appuyée contre le mur, essayant de paraître décontractée mais clairement secouée. Mon avocate et moi nous sommes assises en face d'eux à la table. Elle a ouvert son dossier et étalé les documents comme des cartes, calmes et précises. Nous sommes ici pour discuter d'un règlement, commença-t-elle. Papa s'est irrité. C'est inutile. Elle est déjà hors du testament. C'est précisément pourquoi nous sommes ici, dit mon avocate doucement. Madame Miller a fait des contributions financières substantielles à cette propriété. Sans elle, ce ne serait pas l'actif que c'est aujourd'hui. Sophia ricana. Oh, allez. Elle a juste fait quelques paiements. Elle s'est tournée vers elle, son ton toujours plaisant mais tranchant. Quelques paiements totalisant plus de 280 milliards $, Madame Miller. J'ai tous les relevés bancaires juste ici. Aimeriez-vous que je lise à voix haute ? Son visage est devenu pâle. Maman est intervenue, sa voix suppliante maintenant. Nous sommes famille. Sûrement nous pouvons régler ça sans traîner des avocats dedans. Mon avocate a souri poliment. C'est exactement pourquoi nous sommes ici, pour régler. Puis elle m'a regardé. Aimeriez-vous parler ? J'ai pris une profonde inspiration et hoché la tête. Je ne suis pas ici pour me battre, j'ai dit, ma voix calme et uniforme. Je veux juste ce qui est juste.
J'ai porté cette maison pendant des années, silencieusement, sans me plaindre. Et quand j'ai arrêté, au lieu de me demander pourquoi, vous m'avez remplacé. Publiquement. Le visage de maman s'est un peu défait à ça, mais j'ai continué. Je ne demande pas la maison. Je ne demande pas les bijoux ou les héritages. Tout ce que je veux, c'est d'être remboursé pour ce que j'ai mis. C'est tout. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, papa a soupiré, le combat sortant de lui. Qu'est-ce que tu demandes ? Mon avocate a glissé le document à travers la table. Voici le total détaillé. Nous sommes disposés à accepter le remboursement en somme forfaitaire ou à travers la liquidation d'actifs, si c'est plus facile. Sophia a pris le papier et l'a scanné, son visage devenant rouge. C'est dingue, elle a explosé. Et tu nous saignes. Je l'ai regardé, mon expression illisible. Et drôle, c'est comme ça que je me sentais toutes ces années où je vous couvrais. Elle a ouvert la bouche pour discuter, puis l'a refermée. Après un long va-et-vient tendu, la plupart traités par mon avocate, ils ont finalement accepté. La maison serait refinancée au nom de Sophia, et une partie de ce refinancement viendrait directement à moi. Quand la réunion s'est terminée, je me suis levée, calme et contrôlée. Merci, j'ai dit simplement, rassemblant mes affaires. En arrivant à la porte, Sophia a murmuré doucement, « J'espère que tu es heureuse. » Je me suis tournée juste assez pour la regarder dans les yeux. Je le serai, j'ai dit doucement. Et je le pensais. 2 semaines plus tard, les fonds sont arrivés sur mon compte. Voir ce nombre-là, l'argent que j'avais récupéré, l'argent que je pouvais maintenant utiliser pour mon avenir, m'a donné une vague de satisfaction que je ne peux même pas décrire. Je ne les ai pas appelés. Je ne me suis pas vantée. Mais quand j'ai signé le contrat de location d'un petit bureau pour commencer l'entreprise dont je rêvais, je me suis permis un sourire silencieux. Parce que maintenant, je ne survivais pas juste. Je construisais quelque chose que personne ne pouvait me prendre. Les conséquences sont venues plus vite que je ne m'y attendais. Ça a commencé avec des appels. D'abord maman, puis papa, puis maman encore. Je n'ai pas répondu. Leurs messages vocaux étaient une progression étrange. D'abord suppliant, « Elena, nous voulons juste parler. » Puis défensif, « Tu n'avais pas besoin d'aller si loin. » Puis presque accusateur, « J'espère que tu es heureuse maintenant. Ton père est stressé et Sophia est furieuse. » Je les ai laissés passer, non écoutés. Puis est venu l'effet domino familial. Une cousine m'a envoyé un message disant qu'il y avait du drame dans le groupe familial. Apparemment, Sophia était furieuse d'avoir à refinancer, et elle se plaignait que je l'avais saignée. Un autre parent a commenté que j'avais, en fait, payé pour la maison pendant des années, et peut-être qu'il était temps que quelqu'un le reconnaisse. Ce message a provoqué une dispute qui s'est apparemment terminée avec Sophia sortant du dîner dominical en tapant du pied. Je suis restée silencieuse. Mais les vraies conséquences sont venues un mois plus tard. J'étais assise dans mon nouveau bureau, un petit espace mais joli avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, quand maman est apparue, sans prévenir. Elle semblait plus petite d'une certaine façon, comme si les dernières semaines l'avaient usée. « Elena » dit-elle doucement, debout dans l'embrasure. « Pouvons-nous parler ?» J'ai fait signe qu'elle s'asseye. Pendant un moment, elle a juste regardé autour, absorbant l'espace. Les contrats clients encadrés sur le mur. Le bureau organisé. Le bourdonnement subtil de succès qui semblait flotter dans l'air. « Tu as construit quelque chose ici » dit-elle finalement. « J'ai construit. » Elle a avalé difficilement. « Nous ne voulions pas te blesser. » Je n'ai pas répondu. Ses mains se sont tordues sur ses genoux. « Ton père pense que tu es allée trop loin. » Sophia. Eh bien, elle est en colère. Mais je voulais que tu saches que je comprends. Tu avais raison. À propos de tout. Ça m'a presque eu. Presque. Mais alors je me suis souvenue d'elle debout à cette table de dîner, la main sur l'épaule de Sophia. Souriant comme si j'étais rien de plus qu'un problème qu'elle venait de résoudre. Je suis contente que tu comprennes, j'ai dit finalement, ma voix calme. Elle m'a regardé longtemps, ses yeux brillants. Et tu me manques. Je me suis adossée à ma chaise. Tu manques qui tu pensais que j'étais. Mais cette personne n'existe plus. Son visage s'est défait à ça, mais elle a hoché la tête. Je suppose que c'est juste. Quand elle est partie, je suis restée silencieuse longtemps, regardant la ville. Une semaine plus tard, j'ai appris par mon avocate que le refinancement avait été approuvé. Mon remboursement était officiellement finalisé. Et puis,
presque poétiquement, j'ai reçu un message de Sophia. J'espère que tu es fière de toi. J'ai dû puiser dans mon bonus pour couvrir ça. Tu as ruiné mes plans pour cette année. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone. Parce que la vérité était que j'étais fière de moi. Pas juste pour avoir gagné, mais pour avoir finalement sorti de l'ombre dans laquelle elle m'avait gardé si longtemps. À Thanksgiving, je n'avais pas l'intention d'aller au dîner familial. Mais alors, une cousine commune a appelé et a demandé si je reconsidérerais, dit que ce pourrait être bon pour tout le monde de clarifier les choses. Je ne sais pas ce qui m'a fait dire oui, mais je l'ai dit. Quand je suis entrée ce soir-là, la pièce s'est tue. Sophia était là, assise à table les bras croisés, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Maman a souri faiblement. Papa m'a donné un signe de tête brusque. Je me suis assise sans dire un mot. Le dîner était maladroit au début, plein de conversations forcées et du son de couverts qui s'entrechoquent. Puis, au milieu du repas, Sophia a baissé sa fourchette. « Tu as obtenu ce que tu voulais », dit-elle sans détour. J'ai croisé ses yeux. J'ai obtenu ce qui était mien. Elle a ricané. « Tu es incroyable. » Ça suffit, Sophia, dit maman sèchement. Elle n'a pas tort. Ça l'a fait taire. Le reste du repas était silencieux, mais pas tendu. Juste résigné. Comme si tout le monde savait que la hiérarchie avait changé, de façon permanente. Quand le dessert a été servi, je me suis levée. Merci pour le dîner, j'ai dit, ma voix ferme. Mais je dois y aller. En marchant vers la porte, j'ai senti tous les yeux sur moi. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie petite. Je ne me suis pas sentie invisible. Je me suis sentie libre. J'ai ouvert la porte, suis sortie dans l'air frais de la nuit, et j'ai souri pour moi-même. Parce que cette fois, je ne partais pas les mains vides. Je partais selon mes propres termes, et elle le savait. Et quand la porte s'est fermée derrière moi, une dernière pensée m'a frappée, claire et tranchante, comme le son d'une cloche. Je n'étais plus la fille oubliée. J'étais celle qu'elle n'oublierait jamais. Dans les mois qui ont suivi, j'ai construit ma vie d'une façon que je n'avais jamais imaginée possible. Mon entreprise grandissait, petite encore, mais solide. J'avais 3 clients réguliers et une liste d'attente qui commençait à se former. L'argent du remboursement m'avait donné la liberté d'investir correctement, d'embaucher une assistante à temps partiel, de vraiment faire marcher la chose. Mais le plus important était comment je me sentais. Pour la première fois en année, je ne regardais pas constamment par-dessus mon épaule, attendant que quelqu'un me dise que je n'étais pas assez bien, que Sophia ferait mieux, que j'échouais à quelque attente invisible. J'étais juste. Moi. Et ça suffisait. Un après-midi de mars, je révisais des contrats quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai répondu quand même. « Yelena ?» La voix était hésitante, presque timide. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que c'était Sophia. « Salut », j'ai dit, gardant ma voix neutre. « Peux-je te parler ? En personne ?» Il y avait quelque chose dans son ton que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était pas le défi habituel, ni la suffisance. Ça semblait presque vulnérable. À propos de quoi ? À propos de tout. À propos de nous. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais... Sa voix s'est estompée. Peux-tu venir ici ? À la maison ? J'ai hésité. Chaque instinct me disait de refuser, de maintenir la distance que j'avais tant travaillé à créer. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait m'arrêter. D'accord, j'ai dit finalement. Je serai là dans 1 heure. Quand je suis arrivée, Sophia était seule. Papa et maman étaient sortis, a-t-elle expliqué. La maison semblait différente d'une certaine façon, encore belle, encore bien entretenue, mais il y avait une qualité sombre qu'elle n'avait pas avant. Sophia semblait différente aussi. Plus mince, peut-être, avec des cernes sous les yeux. Ses cheveux, qui avaient toujours été parfaitement coiffés, étaient tirés en arrière en queue de cheval négligée. « Merci d'être venu, dit-elle, faisant signe vers le canapé. Je ne savais pas si tu viendrais. Je me suis assise, mais j'ai gardé une certaine distance. Tu as dit que tu voulais parler. Elle a hoché la tête, se recroquevillant à l'autre bout du canapé. Pendant un long moment, aucune de nous n'a dit quoi que ce soit. Puis, doucement, elle a commencé à parler. J'ai tout gâché, dit-elle simplement. Avec toi, avec maman et papa, avec tout. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu qu'elle continue. Le refinancement, continua-t-elle, sa voix se resserrant.
Ce n'était pas juste à propos de l'argent. Enfin, c'était, mais pas seulement ça. Quand les chiffres sont sortis, quand j'ai vu vraiment combien tu avais payé toutes ces années. Elle a secoué la tête. Et Elena, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était autant. Et tu n'as jamais demandé, j'ai dit calmement. Non. Sa voix était rauque. Je n'ai pas demandé. J'ai assumé que maman et papa couvraient, ou que tu aidais juste un peu. Je n'ai jamais pensé. Elle s'est arrêtée, passant ses mains dans ses cheveux. Mon Dieu, Elena, tu soutenais pratiquement cette maison. Pendant des années. 6 ans, j'ai dit. Toute l'hypothèque, les services publics, les taxes foncières quand ils étaient en retard. L'assurance quand papa a oublié de renouveler. Elle m'a fixée, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de Sophia avant. Une vraie honte. Comment as-tu supporté si longtemps? D'être traitée comme nous te traitions? La question m'a prise au dépourvu. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je sacrifiais assez, vous finiriez par me voir. Vraiment me voir. Nous te voyons, dit-elle rapidement, puis s'arrêta. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons vu ce que nous voulions voir. L'Elena fiable. L'Elena qui serait toujours là. Nous n'avons jamais pensé à ce que tu traversais vraiment pour ça. Je suis restée silencieuse, traitant ces mots. La vérité est, continua-t-elle, sa voix se brisant légèrement, j'étais jalouse de toi. Pendant des années. Ça m'a fait la regarder. Jalouse? De moi? Tu étais si constante. Si présente. Maman et papa pouvaient compter sur toi pour n'importe quoi, et tu le faisais juste. Sans drame, sans exiger de crédit. J'ai toujours senti que je devais continuer à prouver que je méritais leur amour, que je méritais la place spéciale que j'avais. Mais toi, tu existais juste, et c'était suffisant. Non, j'ai dit doucement. Ce n'était pas suffisant. C'est pourquoi j'ai arrêté. Sophia a hoché la tête, les larmes coulant finalement. Et quand tu as arrêté, quand tu as finalement réagi, j'ai paniqué. Parce que j'ai réalisé que peut-être je n'étais pas aussi spéciale que je le pensais. Peut-être que j'étais juste celle qui criait le plus fort. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Finalement, elle s'est essuyée les yeux et m'a regardée. Je commence une thérapie, dit-elle. Et pas juste à cause de ça. À cause de tout. La façon dont j'ai toujours eu besoin d'être le centre d'attention, la façon dont je t'ai traité, la façon dont je n'ai jamais pu gérer de ne pas être la favorite. Comment ça se passe? C'est difficile, admit elle. Ma thérapeute m'a fait réaliser que beaucoup de mon comportement était à propos de la peur. Peur de ne pas être aimée, peur d'être abandonnée. Alors je me suis assurée d'être indispensable en étant parfaite, ou au moins en paraissant parfaite. Elle s'arrêta. Mais toi, tu étais vraiment indispensable. Et je t'ai détesté pour ça. La crudité de la déclaration m'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Sophia. Je ne te dis pas ça pour m'excuser, dit-elle rapidement. Je veux dire, je m'excuse. Profondément. Mais je te dis ça parce que tu mérites de savoir que ce n'était pas ton imagination. La façon dont tu as été traitée, la façon dont tu as été ignorée et diminuée. C'était réel. Et c'était mal. J'ai senti des larmes piquer mes propres yeux, mais je les ai retenues. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que je perds tout, dit-elle simplement. Le refinancement m'a brisé financièrement. J'ai dû abandonner mon appartement, retourner à la maison. Mon copain a rompu avec moi parce qu'il a dit que j'étais devenue trop exigeante et dramatique, point. Elle a ri amèrement. Et maman et papa. Ils commencent à voir à travers la façade. Tous ces accomplissements qu'ils avaient l'habitude de louer? La moitié d'entre eux j'ai exagéré. La promotion qu'ils ont célébrée? C'était plus un ajustement de titre qu'un vrai avancement. Je les regardais, voyant peut-être pour la première fois non pas la sœur dorée qui m'avait toujours fait me sentir inadéquate, mais une femme effrayée qui avait construit toute son identité sur le fait d'être spéciale, seulement pour regarder tout s'effondrer. Je suis désolée, j'ai dit, et c'était vrai. Non, dit-elle, secouant la tête. Ne sois pas désolée pour moi. Je me suis créé ce gâchis. Tous. Elle m'a regardé directement dans les yeux. Mais j'avais besoin que tu saches que tu n'étais pas folle. La façon dont tu t'es sentie toutes ces années? C'était valide. Tu méritais beaucoup mieux de nous tous.
Nous sommes restés assis en silence à nouveau, le poids d'années de malentendus et de blessures flottant entre nous. Où est-ce que ça nous mène, j'ai demandé finalement. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ton pardon. Je sais que je ne peux probablement pas défaire le dommage que j'ai causé. Mais j'espère. Elle s'arrêta. J'espère que peut-être, un jour, nous pourrons trouver un moyen d'être vraiment sœurs. Pas cette dynamique toxique que nous avions, mais quelque chose de réel. Je l'ai regardée longtemps. La Sophia que j'avais toujours connue, confiante, présomptueuse, apparemment invincible, avait disparu. À sa place était une femme brisée mais honnête, finalement disposée à être vulnérable. Ça va prendre du temps, j'ai dit finalement. Beaucoup de temps. Et les choses ne peuvent jamais revenir à ce qu'elles étaient avant. Je sais, dit-elle. Mais serais-tu disposée à essayer? J'ai pensé à ça. À toutes les années de douleur, tout le ressentiment que j'avais porté. Mais j'ai aussi pensé à la femme assise en face de moi, me voyant finalement comme une vraie personne au lieu de juste un figurant dans sa vie. Oui, j'ai dit doucement. Je serais disposée à essayer. 6 mois se sont écoulés depuis cette conversation avec Sophia. Ce n'était pas un chemin lisse, il y avait des moments de tension, des rechutes dans de vieux schémas, et beaucoup de conversations difficiles. Mais lentement, pièce par pièce, nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Sophia a tenu sa parole sur la thérapie. Chaque jeudi, elle conduisait en ville pour ses séances, et parfois, quand nous nous rencontrions pour un café les week-ends, elle partageait de petites perspectives qu'elle découvrait sur elle-même. Ce n'était pas toujours confortable, entendre comment mon propre comportement avait été perçu, comprendre la dynamique toxique que nous avions toutes perpétuée de différentes manières. Ma thérapeute dit que les familles comme la nôtre créent ces rôles, m'a-t-elle dit un après-midi, remuant nerveusement son café. Le favori, le bouc émissaire, l'invisible. Une fois que vous êtes dans ces rôles, il est presque impossible d'en sortir sans une rupture majeure. C'est ce que j'ai fait, j'ai dit. La rupture. Et je l'ai détesté pour ça sur le moment, admit-elle. Parce que ça signifiait que je devrais regarder qui j'étais vraiment sans toute la validation spéciale. Mon entreprise a continué à grandir. À la fin de l'année, j'avais une petite mais solide base de clients et je considérais m'étendre à un bureau plus grand. L'argent du remboursement s'était transformé en bien plus que juste la stabilité financière, il m'avait donné la confiance de parier sur moi-même d'une façon que je n'avais jamais fait avant. C'est pendant cette période que j'ai découvert quelque chose qui changerait tout. J'organisais mes dossiers financiers pour les impôts quand j'ai trouvé un dossier ancien que j'avais oublié. À l'intérieur étaient des documents des premières années où j'avais commencé à payer les factures de mes parents. Et là, enterré entre les reçus et les relevés bancaires, était quelque chose qui m'a fait figer. Une copie d'un email que papa avait envoyé à un avocat 5 ans plus tôt. Un email à propos de planification patrimoniale et protéger les actifs des enfants irresponsables. L'email détaillait comment papa était préoccupé que si quelque chose leur arrivait, je pourrais gaspiller mon héritage, et s'il y avait des moyens légaux de s'assurer que seulement la fille mature recevrait tout. L'avocat avait répondu avec des suggestions sur comment structurer un testament pour favoriser un enfant au détriment de l'autre. J'ai lu l'email 3 fois, mes mains tremblant. Ce n'était pas juste qu'il m'avait coupé du testament, il l'avait planifié des années avant, même pendant que je payais fidèlement leurs factures chaque mois. Ils avaient pris mon argent tout en conspirant pour me priver de toute reconnaissance ou récompense. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis juste restée allongée dans le noir, sentant l'ancienne colère remonter à la surface. Je pensais que j'avais tout traité, que j'étais passée à autre chose. Mais ça était une trahison d'un niveau complètement différent. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate. Est-ce que ça change les choses, j'ai demandé, après avoir envoyé une copie de l'email. Sa réponse a été immédiate. Ça change tout. Si nous pouvons prouver qu'ils ont délibérément reçu vos paiements tout en planifiant de vous exclure, ce n'est pas juste une rupture de contrat moral, c'est potentiellement de la fraude. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous pourriez poursuivre pour bien plus que juste un remboursement. Dommage punitif. Intérêt composé. Selon la façon dont le juge voit ça, vous pourriez avoir droit à une portion significative du patrimoine. J'ai raccroché et suis restée assise dans mon bureau pendant des heures, regardant la ville dehors. J'avais un choix à faire. Je pouvais laisser les choses comme elles étaient, j'avais récupéré mon argent, construit une nouvelle vie, même commencé à réparer ma relation avec Sophia. Ou je pouvais poursuivre ça et potentiellement détruire tout progrès que nous avions fait comme famille. Cet après-midi-là, Sophia a appelé. Tu veux déjeuner demain?
J'ai trouvé ce nouvel endroit que je pensais que tu aimerais. En fait, j'ai dit, j'ai besoin de te dire quelque chose. Peux-tu venir à mon bureau? Quand elle est arrivée 1 heure plus tard, elle pouvait voir immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ma posture, mon expression, tout s'était durci de nouveau à ce que c'était pendant nos mois de confrontation légale. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle, s'asseyant. Sans dire un mot, j'ai glissé une copie de l'email à travers la table. J'ai regardé son visage pendant qu'elle lisait, voyant la confusion se transformer en horreur, puis en quelque chose ressemblant au dégoût. Et Elena, commença-t-elle, mais je l'ai coupé. Et tu savais? Non. Le mot est sorti comme un cri. Je jure devant Dieu, Elena, je ne savais rien de ça. J'ai étudié son visage, cherchant tout signe de malhonnêteté. Mais tout ce que j'ai vu était un choc authentique et quelque chose de plus, de la trahison. Elle se sentait trahie aussi. Ils m'ont utilisé, dit-elle doucement, relisant l'email. Ils m'ont utilisé contre toi. Tout ce temps qu'ils me disaient que j'étais la fille responsable, que je méritais plus parce que j'étais plus mature. Ils nous montaient l'une contre l'autre depuis le début. Et l'email date d'il y a 5 ans, j'ai dit. 5 ans de prendre mon argent tout en planifiant de me couper. Sophia a posé le papier sur la table comme s'il brûlait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je décide encore. Elle a hoché la tête lentement. Si tu poursuis, si tu vas vraiment après eux pour ça, je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Je témoignerai même pour toi, si tu en as besoin. Je l'ai regardée, surprise. Pourquoi? Parce que c'est dégoûtant, dit-elle avec passion. Ce qu'ils ont fait est dégoûtant. Et parce que... Elle s'arrêta. Parce que je comprends finalement que tu n'es pas mon ennemi. Tu ne l'as jamais été. Nous étions toutes les deux juste des pions dans leur jeu malade. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Mais ce n'était pas celle que mon avocate attendait. Au lieu de poursuivre, j'ai décidé de les confronter directement. Mais cette fois, je ne serai pas seule. Dimanche matin, Sophia et moi sommes apparus à la maison ensemble. Maman a ouvert la porte, son expression s'illuminant en nous voyant ensemble. Les filles. Quelle belle surprise. Entrez, entrez. Votre père va être si heureux. Nous sommes entrés et nous nous sommes assises dans le salon. Papa est descendu, souriant. Mes 2 filles ensemble. C'est comme ça que j'aime voir. Nous devons parler, j'ai dit, ma voix calme mais ferme. Quelque chose dans mon ton a fait vaciller son sourire. À propos de quoi? J'ai sorti l'email de mon sac et l'ai posé sur la table basse. À propos de ça. J'ai regardé la couleur drainée de son visage pendant qu'il reconnaissait le document. Maman s'est penchée pour lire, son expression passant de la confusion à la panique en quelques secondes. Où as-tu eu ça? Demanda papa, sa voix rauque. Dans mes dossiers. Dossiers des factures que j'ai payées pour vous pendant que vous planifiez de me voler. Et Elena, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, j'ai coupé. Vous avez pris mon argent pendant des années tout en conspirant pour vous assurer que je ne vois jamais un centime en retour. Vous m'avez manipulé pour soutenir un foyer que vous planifiez de me retirer. Maman a essayé d'intervenir. Nous voulions te protéger. Le mensonge. Sophia a parlé pour la première fois, sa voix glaciale. Vous vouliez m'utiliser contre elle. Vous avez fait de moi une arme contre ma propre sœur. Sophia, chérie. Non, dit Sophia, se levant. Ne m'appelez pas chérie. Vous avez détruit notre famille. Vous avez détruit notre relation de sœur pendant des années parce que ça servait vos propres buts malades. Papa a essayé de se ressaisir. Vous exagérez. Vous êtes des criminels, j'ai dit calmement. Littéralement. Ce que vous avez fait est de la fraude. Mon avocate dit que je peux vous poursuivre pour tout ce que vous avez. Le silence était assourdissant. Mais je ne le ferai pas, j'ai continué. Il semblait confus. Quoi? Je ne vous poursuivrai pas. Mais il y a des conditions. J'ai sorti un dossier de mon sac, un que j'avais préparé soigneusement avec mon avocate. Premièrement, vous allez signer cette confession détaillant exactement ce que vous avez fait. Deuxièmement, vous allez vous soumettre à une thérapie familiale, nous tous. Troisièmement, vous allez faire une donation substantielle à une charité qui aide les adultes qui ont été abusés financièrement par leur famille. Et si nous ne sommes pas d'accord, demanda papa. Alors je vous poursuivrai pour fraude, et quand je gagnerai, vous perdrez non seulement la maison mais ferez potentiellement face à des accusations criminelles. Maman a commencé à pleurer.
Nous ne voulions pas que ce soit comme ça. Mais c'était, dit Sophia. Et maintenant vous avez un choix. Vous pouvez faire la bonne chose, finalement, ou vous pouvez faire face aux conséquences. Il a fallu 3 heures de discussion, de larmes et plus de vérités difficiles révélées. Nous avons découvert que le favoritisme pour Sophia avait commencé quand elle était enfant et était plus facile, moins questionneuse, plus désireuse de plaire. Ils s'étaient habitués à me voir comme la forte, celle qui n'avait pas besoin de validation, alors ils avaient arrêté de m'en donner. À la fin, ils ont signé la confession. Ils ont accepté la thérapie. Et ils ont fait la donation. Mais plus important, pour la première fois de nos vies, nous avons eu une conversation honnête sur la dynamique toxique qui avait défini notre famille pendant des décennies. 2 ans plus tard, les choses n'étaient toujours pas parfaites. Elles ne le seraient probablement jamais. Mais elles étaient réelles d'une façon qu'elles n'avaient jamais été avant. Sophia et moi nous rencontrions pour un café chaque semaine. Elle avait déménagé dans son propre appartement à nouveau et sortait avec quelqu'un de nouveau, un homme gentil qu'il aimait pour ses vraies qualités, pas pour sa performance de perfection. Maman et papa avaient vendu la maison, trop grande pour eux seuls, disait-il, mais je soupçonnais qu'elle avait trop de souvenirs douloureux associés. Ils avaient déménagé dans un condominium plus petit, lentement, nous apprenions comment être une famille basée sur l'amour authentique au lieu de rôles toxiques. La thérapie familiale continuait 1 fois par mois. C'était encore inconfortable parfois, mais ça marchait. Et moi? Mon entreprise s'était étendue à 3 emplacements. J'avais 12 employés et une liste d'attente de 3 mois. Plus important? J'avais construit une vie qui était vraiment mienne, des relations basées sur le respect mutuel, un succès que personne ne pouvait me prendre, et un sens de ma propre valeur qui ne dépendait de l'approbation de personne. Un après-midi d'automne, j'étais assise dans mon bureau principal quand j'ai reçu un appel inattendu. Et Elena? C'est Rebecca Martinez du magazine Business Today. J'écris un article sur les entrepreneurs qui ont construit des entreprises prospères après avoir surmonté l'adversité familiale. Votre nom a été suggéré par plusieurs sources. Aimeriez-vous me parler? J'ai regardé par la fenêtre la ville qui était devenue ma maison, pensant à tout ce qui avait changé ces dernières années. Oui, j'ai dit. J'aimerais parler de ça. Parce que parfois la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé. Parfois c'est de devenir si inébranlablement, indiscutablement prospère qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vous voir finalement pour ce que vous avez toujours été, suffisante. Plus que suffisante. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, ils peuvent même apprendre à être de meilleures personnes dans le processus.